Dembélé, Upamecano, Thuram, Fofana, Konaté, Koundé, Saliba, tous ces joueurs de l'équipe de France qui viennent d'arriver à Clairefontaine se sont exprimés pour protester sur ce que fait l'armée israélienne à Rafah. Il est extrêmement rare que des sportifs de haut niveau s'engagent dans des combats politiques, surtout sur des sujets aussi clivants que le conflit israélo-palestinien. Alors que pendant très longtemps, les footballeurs ne voulaient pas s'engager, on leur disait « attention, tu vas prendre des coups », eh bien peut-être que c'est le début d'un mouvement, d'abord contre le racisme, mais là finalement aussi contre le racisme qui s'exerce à l'encontre des Palestiniens, tous ces civils que l'on tue. On présente souvent les footballeurs comme étant des gens qui ne pensent qu'à eux, qui sont égoïstes dans leur bulle. Ces joueurs de l'équipe de France qui ont pris position sur le drame de Rafah prouvent le contraire. Le Forum international économique de Saint-Pétersbourg, qui est un événement incontournable au plan non seulement commercial, mais aussi politique maintenant. Bien sûr dirigé par la Russie. Davos à côté, c'est microscopique. Hein, il faut comprendre, il faut remettre les choses un peu à l'échelle. Et cette année, ça l'était plus encore. Parce que le Forum de Saint-Pétersbourg a connu un succès qui est à la mesure, en fait, de la réhabilitation internationale et diplomatique de la Russie à l'échelle du monde. Il est impossible d'évaluer l'ampleur de ces atrocités qui ont lieu dans toutes les régions d'Ukraine. Il y a des barrages sur les routes où un homme peut être emmené de force hors de sa voiture directement au front. Les instructeurs, je ne sais pas, conseillers, spécialistes, mercenaires, peu importe leur statut. Pour nous, en tout cas, c'est des cibles. Parce que là, ils sont de côté de nos adversaires. L'Eurasie devient le centre du monde. Voilà, quand je disais ça en 2016, on me regardait des yeux comme des soucoupes. C'est clair, c'est le centre maintenant d'un immense partenariat général avec des multiples arborescences dans tous les domaines, pas seulement économiques, tous les domaines, avec le reste du monde qui le souhaite, avec tous ceux membres du reste du monde qui le souhaitent. Les Ukrainiens, en principe, là, ils sont pour rien. Ces missiles-là ne peuvent pas être utilisés sans les moyens du renseignement satellitaire. Les Ukrainiens n'ont pas ces capacités-là, c'est les pays de l'OTAN qui les ont. Puis, en ce qui concerne le ciblage et la programmation du plan de vol, c'est les pays de l'OTAN, les propriétaires de ces missiles qui le font. Alors, en principe, vous voyez le lien, vous voyez la logique. C'est pratiquement comme si la France ciblait directement avec leurs missiles. Et les Russes se sont protégés avec des S-400 et des S-500 maintenant, tout le long, si vous voulez, de l'Ukraine, tout ça, parce qu'ils craignent effectivement des attaques massives. Et donc, quand il va y avoir des missiles anglais ou français qui vont être tirés, Vladimir Poutine l'a dit, ils ne vont pas s'en prendre à l'Ukraine, là ils vont s'en prendre à ceux qui ont fourni les trucs. Donc, il est tout à fait possible que si un missile qui est destiné en réalité à détruire des bases militaires en Russie arrive et détruit à Saint-Pétersbourg tout un quartier, ben là, je peux vous dire que la marmite va déborder. Et là, comme ils sont prêts, comme tout le matériel est prêt, comme tout est programmé, on peut se trouver dans ces trucs. J'ai décidé de vous redonner le choix de notre avenir parlementaire par le vote. Je dissous donc ce soir l'Assemblée nationale. Toi, salaud de nazi, héritier de Pétain, tu penses que tu peux frapper la Russie impunément ? Dans ce cas, tu n'as rien compris à notre pays. Tu n'es pas un héritier de De Gaulle, tu ne vaux même pas la moitié de De Gaulle. Tu n'es qu'une vraie merde. On a un enfant qui ne se rend pas compte du mal qu'il fait à ce pays, qui ne se rend pas compte aussi du rejet profond qu'il inspire à une majorité de Français. C'est pas la dissolution qu'il faut, c'est la destitution, si on est sérieux sur vraiment ce qu'il faudrait pour éviter le massacre, parce qu'on ne s'en remettra pas. Voilà ce qui se produirait si un missile Sarmat explosait à 2000 mètres d'altitude au-dessus de Paris. Donc nous aurions
un rayon de destruction des immeubles, qui est quand même important, sur 27 km de rayon. Ça veut dire que sur 54 km de diamètre, il n'y aurait pratiquement plus d'immeubles qui seraient debout. Vous voyez, ils seraient tous en partie démolis. Придумали, что Россия хочет напасть на НАТО. Вы сбрендили совсем, что ли? Тупые вообще, как этот стол. Кто это придумал? Это чушь, понимаете? Бред собачий. Но это было бы бредом, да? Если бы не было задумкой для того, чтобы одурачивать свое собственное население. Говорит, караул, скоро Россия на нас нападет, и мы должны срочно вооружаться. L'opération Bagration, ce sont 4 millions de Russes qui se jettent sur les Allemands de la mer Noire jusqu'à la Baltique. Oui, et qui, c'est énorme, hein, un front très distendu. Voilà, et qui vont faire une sorte de Barbarossa à l'envers avec 600 kilomètres reconquis en un mois et demi, ils vont aller de Biélorussie jusqu'à Varsovie en un mois et demi, et ils vont littéralement casser les reins de la Wehrmacht. Ils vont envoyer au tapis 200 divisions allemandes. Mais s'il y avait eu 10 divisions allemandes de plus et un peu d'aviation disponible au moment du débarquement, il est clair que le débarquement n'aurait pas eu lieu. De Gaulle avait refusé de célébrer le 6 juin 1949 pour le 5e anniversaire. Il avait refusé de célébrer le 6 juin 1954 pour le 10e anniversaire. Et vous voudriez que j'aille commémorer leur débarquement alors qu'il était le prélude à une seconde occupation du pays ? Non, ne comptez pas sur moi, je veux bien que les choses se passent gracieusement, mais ma place n'est pas là. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que De Gaulle explique ? Il explique qu'en fait, le débarquement, c'était pas une libération, c'était, je le cite, le prélude à une seconde occupation du pays. J.P. Morgan faisait partie d'un cercle de banquiers criminels qui voulaient créer le système de la réserve fédérale, la Fed, aux États-Unis. Lors du voyage inaugural de son luxueux paquebot Titanic, se trouvaient à bord des personnes très influentes et fortunées comme Benjamin Guggenheim, Isidor Strauss et d'autres grands industriels et banquiers, mais surtout John Jacob Astor. Il était à l'époque l'un des hommes les plus fortunés du monde. Ce groupe influent voulait empêcher la Fed et ainsi contrecarrer les plans stratégiques mondiaux à long terme des oligarques financiers. Astor et son cercle devaient donc être éliminés discrètement. Ils avaient imprimé leur fausse monnaie qui aurait eu cours forcé. Ils se seraient conduits en pays conquis. Lorsque J.P. Morgan a délibérément fait couler le Titanic, l'équipage du Titanic a violemment empêché le sauvetage des Astor et de leurs alliés. Avec sa mort en 1912, l'opposition à la création de la Fed a été balayée par le naufrage délibéré du Titanic. En prévision, J.P. Morgan a annulé à la dernière minute sa participation au voyage et n'est pas monté à bord du Titanic.